Bienvenue dans cette capsule vidéo où on va parler un petit peu du droit d'auteur, en particulier la protection des artistes. On va voir ce que c'est que la SACEM et puis le copyright et les licences Creative Commons. On va commencer avec une petite vidéo. Je connais ce morceau. Mais non, papy, c'est sorti aujourd'hui. Ce morceau s'appelle Tiki. Bah oui, c'est ça. La première fois que je l'ai entendu, c'était au début des années 60. Je l'avais acheté avec mon argent de poche. Mais papy, ce groupe existe seulement depuis 2 ans. Peut-être, mais ce n'est pas celui qui a créé le morceau au départ. Le groupe d'origine, c'est Dinosaur Cosmos. Tiens, j'ai encore le 45 tours. Ça veut dire que ce morceau est une reprise de Dinosaur Cosmos? Eh oui, et ils sont loin d'être les seuls à l'avoir repris. En 72, le groupe Sitar Groove a aussi fait une reprise très différente. Et puis, dans les années 80, Tiki a été repris par un groupe de salsa. Ok, papy, j'ai compris. Des tas de groupes ont repris ce morceau, mais il ne leur appartient pas vraiment alors? Exact. L'œuvre appartient toujours à l'auteur et au compositeur d'origine, quel que soit le support et quel que soit l'interprète. Donc si un groupe reprend ce morceau en l'an 3002 et que mes descendants l'écoutent un jour dans l'espace, les propriétaires du morceau seront toujours ceux qui l'ont composé, c'est-à-dire Rick et Dana de Dinosaur Cosmos? Bah oui, qui d'autre? Ça me paraît normal. Vous comprenez donc après ce petit documentaire que finalement le droit c'est quelque chose de très important, hein, c'est pour protéger les œuvres que l'on crée tout simplement. Donc on va voir comment fonctionnent les droits d'auteur en se posant peut-être quelques questions. Tout d'abord, comment une musique est-elle protégée? Quand et comment peut-on la reprendre? Est-ce qu'on peut la remixer? Et que se passe-t-il si on la copie sans autorisation? Alors je remercie mon collègue Vincent Marsic pour cette infographie qui va suivre. On commence par le compositeur. C'est lui qui est à l'origine de l'œuvre en fait. Il écrit donc une musique. Elle peut comporter des paroles ou n'être qu'instrumentale. Elle peut être écrite pour un ou plusieurs instruments dans n'importe quel style. Ensuite, ce compositeur dépose sa création. Il va l'envoyer à un organisme de protection des œuvres musicales afin qu'elles soient répertoriées. Généralement, ces œuvres sont répertoriées au sein d'une société d'auteurs. Donc regardons cette petite vidéo qui va nous expliquer ce qu'est une société d'auteurs. Qu'est-ce qu'une société d'auteurs? Vous avez toujours voulu savoir ce qu'est une société d'auteurs. Alors, qu'est-ce qu'une société d'auteurs? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que pour qu'il y ait une société d'auteurs, il faut qu'il y ait des auteurs et qu'ils se regroupent en société. Ah, sinon, évidemment, tout ça ne sert à rien. Bon, reprenons. Au départ, il y a des compositeurs, des paroliers, des réalisateurs, des scénaristes, des écrivains, des chorégraphes, des journalistes, des photographes, bref, des humains qui partagent leurs œuvres avec le public et qui souhaitent vivre de leur métier d'auteur. Donc, ils créent une société, enfin, différentes sociétés selon leur domaine artistique, pour gérer leurs droits d'auteur. C'est toujours plus efficace de se rassembler, l'union fait la force. Bon, soyons précis. Pour eux, la société accorde les autorisations, organise la perception, puis la répartition des droits. Retenez bien ces 3 mots magiques. C'est pas compliqué, je m'explique. 1. L'autorisation. Ça, c'est une première chose indispensable.
C'est la société d'auteurs qui donne l'autorisation de diffuser, de représenter ou reproduire les œuvres de ces auteurs, avec leur accord bien sûr. C'est elle aussi qui négocie, en contrepartie de cette exploitation, une rémunération. 2. La perception. Donc, la société d'auteurs se met d'accord avec les exploitants, ceux-ci lui déclarent comment, quand, où et combien de fois les œuvres sont exploitées. Et à chaque fois, hop, la société perçoit des droits. 3. La répartition. Une fois collecté, l'argent est reversé aux membres, je veux dire aux auteurs. Un peu ou beaucoup d'argent selon que leur œuvre a été ou non beaucoup diffusée, représentée, reproduite. Enfin, vous voyez quoi. Hein. 4. Eh bien, il n'y a pas de 4. En guise de conclusion et pour nous résumer, retenez qu'une société d'auteurs est créée par et pour des auteurs et qu'elle est indispensable pour faire vivre les auteurs, qu'ils soient stars ou inconnus, célèbres ou débutants. Mais qu'est-ce qu'un auteur débutant? Ah ça, eh bien, peut-être vous. Donc pour la musique, vous avez compris, la société d'auteurs va s'appeler la SACEM. Alors la SACEM, ça signifie Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. C'est une société de service civil à but non lucratif, hein, c'est-à-dire son but c'est pas de faire de l'argent, et dont les adhérents sont obligatoirement, comme son nom l'indique, hein, des auteurs, des compositeurs ou des éditeurs de musique. Donc elle a été créée pour eux, elle ne fait pas de bénéfices et toutes les sommes collectées sont redistribuées aux auteurs, hormis les frais de gestion bien sûr inhérents à l'entreprise. Donc elle a été créée au 19e siècle, en 1850. Son premier but, c'est de répertorier, donc elle va répertorier la musique hein, qui est classée, que ce soit sous forme de partition, d'enregistrement, les paroles sont même saisies pour pouvoir tout retrouver facilement. Ensuite, en deuxième lieu, elle va autoriser l'utilisation, c'est-à-dire que la SACEM facture aux utilisateurs de cette musique une somme d'argent qui leur donne le droit de s'en servir. Et le montant dépend de l'utilisation qui en est faite, hein, si c'est pour une interprétation, une reprise, un remix ou à but commercial ou pas. Et elle va ensuite reverser cet argent. Donc une partie de ce qu'elle a touché, elle va le reverser aux propriétaires hein, des droits d'auteur, donc aux compositeurs ou bien aux paroliers, etc. Ce qu'on appelle les ayants droit. Et que se passe-t-il s'il y a une utilisation cachée du morceau? Si quelqu'un utilise une chanson sans l'accord de l'auteur ou sans verser de droit, bah, cela peut se régler tout simplement au tribunal. Hein. C'est au juge de décider si oui ou non il y a eu infraction au droit d'auteur. Puis deuxième cas de figure, on peut être face à du plagiat. Parfois, certains artistes ils copient sans le dire l'œuvre d'un autre. Et le juge, là aussi, est chargé de décider si oui ou non la chanson incriminée a été trop largement inspirée de l'original ou pas. Et pour ça, on va comparer mélodie, le rythme, etc. Alors ce qu'on appelle le droit d'auteur, c'est une notion assez complexe hein, dans le droit. D'ailleurs, il y a des gens qui se spécialisent dans cette partie-là du droit. Les droits d'auteur, ils ont 200 ans d'existence, voire un peu plus. Ça remonte finalement au siècle des Lumières, hein, les grands philosophes qui ont commencé à justement à penser à ça, à réfléchir à ce phénomène-là de droit d'auteur. Et donc ça a été ensuite modernisé et incorporé même au code de la propriété intellectuelle, qui va donc protéger les droits d'auteur sur toutes les œuvres qu'on appelle de l'esprit, c'est-à-dire les musiques, des textes, des peintures, tout ce qui est créé par une personne en fait. Les technologies numériques et Internet donnent souvent l'illusion à l'utilisateur qu'il peut disposer librement de tout ce qu'il trouve sur la toile, hein, sur le web, ce qui est totalement faux, bien sûr. Hein. Alors, en ce qui concerne le droit d'auteur, il faut distinguer deux choses. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle le droit moral, qui va reconnaître à l'auteur la paternité de l'œuvre et qui vise aussi le respect de l'intégrité de l'œuvre. Et c'est un droit qui s'exerce de façon incessible et perpétuelle, c'est-à-dire pour tout le temps, enfin voilà, jusqu'à la fin des temps, et incessible, on ne peut pas le céder à quelqu'un d'autre.
c'est-à-dire le droit moral sur l'œuvre. Mozart, il a un droit moral sur ses œuvres. On ne peut pas s'attribuer une œuvre de Mozart et dire c'est moi qui l'ai composée. Non, c'est Mozart, voilà. Ensuite, il y a le droit patrimonial. Donc les droits patrimoniaux, ils vont permettre une exploitation économique sur l'œuvre, c'est-à-dire financière, hein, il y a l'argent en jeu. Et donc ce droit patrimonial, il s'exerce jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. C'est-à-dire que si je sais pas, un compositeur d'aujourd'hui il décède aujourd'hui, 70 ans, jusqu'à 70 ans après sa date de décès, son œuvre, elle reste protégée, enfin, du point de vue économique pour faire de l'argent, hein. Donc en fait, quand tu souhaites utiliser de la musique, il y a 3 cas de figure hein, qui sont le plus souvent rencontrés. Soit la musique est celle d'un artiste qui est toujours vivant ou qui a des héritiers. Et il te faudra donc demander la permission de l'utiliser et souvent donc faut payer des droits pour ça. Deuxième cas de figure, c'est qu'une musique emprunte à la musique d'un artiste qui n'a plus d'héritier. Et donc là, elle serait tombée dans ce qu'on appelle le domaine public. C'est 70 ans après la mort du dernier héritier. Donc aucune demande et rien à payer quand c'est dans le domaine public. Mais il faut s'en assurer. Dans ce cas, il faut faire attention à ce qu'on appelle les droits voisins. C'est le droit des artistes-interprètes, hein. On oublie que une musique, il y a un compositeur, mais il y a aussi parfois un interprète, quelqu'un qui va la chanter sur scène ou qui va la jouer. Et donc il faut aussi, il y a un droit pour ces gens-là, quoi. Donc par exemple, les œuvres de Mozart, elles sont dans le domaine public. Parce que Mozart, ça fait plus de 70 ans qu'il est mort et il n'y a plus d'héritier. Par contre, il y a des droits voisins qui vont s'appliquer pour rémunérer les interprètes musiciens qui jouent ces œuvres. Un orchestre qui joue du Mozart, il faut le payer, quoi. Et le troisième cas de figure, c'est que la musique donc serait créée de toutes pièces, donc exprimant la propre créativité de son compositeur, et rien n'est à payer, mais par contre pour la protéger justement contre le plagiat et son utilisation abusive, il faut absolument l'inscrire à la SACEM. Pour terminer cette vidéo, donc on va parler un petit peu des copyrights et de la Creative Commons. Donc vous savez, l'Europe, elle est connue pour être très respectueuse du droit des artistes, hein. Il y a un droit moral et patrimonial qui n'existe pas sous la même forme dans les pays anglo-saxons, par exemple. Mais l'avènement de l'ère du numérique a dû trouver des alternatives au copyright qui est très restrictif en termes de diffusion et de partage des œuvres. Et c'est pour ça qu'on a inventé les licences Creative Commons, qui constituent un ensemble de licences régissant les conditions de réutilisation et de distribution des œuvres, notamment les œuvres multimédia qui sont diffusées par Internet. Donc les Creative Commons proposent une solution alternative légale aux personnes qui souhaitent libérer leurs œuvres des droits de propriété intellectuelle standards de leur pays, parce que jugés trop restrictifs. Donc vous voyez ici quelques images s'afficher et qui vous montrent les différents types de licences Creative Commons. Donc le premier graphique va vous montrer un petit peu les différents types de Creative Commons, et puis alors le plus restrictif là tout en haut, c'est le copyright évidemment, hein, le C dans ce sens-là. Et donc ensuite une série de Creative Commons hein, en allant jusqu'au format le plus ouvert, enfin en termes de droit, c'est le domaine public. Et donc ici au milieu, cette infographie, c'est pareil. Vous pouvez donc voir qu'il y a des petits pictogrammes en fait, qui chacun ont leur signification, hein. Donc le CC, ça veut dire Creative Commons. Et puis après, on peut avoir ce petit bonhomme là qui signifie tout simplement qu'il faut toujours mentionner le nom de l'auteur, hein, quand on partage le document par exemple ou l'œuvre. Deuxième petit pictogramme, c'est le dollar barré. Tout simplement, ça veut dire qu'il ne faut pas faire d'usage commercial de l'œuvre. Troisième pictogramme qu'on peut voir, le signe égal, ça veut dire qu'il faut le partager à l'identique sans le modifier, sans le changer. Donc je peux partager la musique sans en changer une note, ou partager un document, par exemple, que j'ai créé, mais sans changer un mot ou une phrase, quoi.
Et puis le petit sigle également de repartage, donc qui m'autorise à repartager le document, enfin ou l'œuvre à volonté. Voilà pour les licences Creative Commons.